A continuación tendremos como cierre del octavo Encuentro Nacional de Catalogadores la conferencia magistral Le Mise Nenouvre du Moodle, IFLA LRM, Le Programme Transition Bibliographique en France, por la señora Frédéric Joannick Zeta. Las preguntas que quieran presentar a la oradora, les pedimos que las escriban en el chat y al mail del encuentro. Serán respondidas finalizadas el evento y distribuidas a todos los inscriptos. Frédéric Joannick Zeta es curadora general de bibliotecas, es directora del Departamento de Metadatos de la Biblioteca Nacional de Francia desde julio de 2016. Como tal, es responsable del Programa Nacional de Transición Bibliográfica y del proyecto Archivo Nacional de Entidades. El Departamento de Metadatos también actúa como Agencia Bibliográfica Nacional para Francia. Incluye en particular una agencia de registro ISNI, el Centro Nacional ISSN y el Centro Nacional ROMO, referencia de indexación de material francés. Frédéric Zeta participó previamente en la implementación del Catálogo Colectivo de Francia y dirigió un sector de Gálica, dentro del Departamento de Cooperación de la Biblioteca Nacional de Francia, antes de incorporarse a la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea como subdirectora. Muchas gracias, Frédéric. Donc, merci Amalia pour cette invitation et pour cette présentation, et merci à la Bibliothèque nationale d'Argentine de me donner aujourd'hui l'occasion de vous présenter la façon dont en France on travaille actuellement à mettre en œuvre le modèle IFLA-LRM sous le nom du Programme national transition bibliographique. L'intervention aujourd'hui se déroulera en 4 temps. D'abord, je voudrais vous présenter le rappel du contexte français dans le domaine bibliographique, qui est un petit peu particulier. Vous dire pourquoi en France nous avons choisi de nous appuyer sur IFLA LRM et qu'est-ce que ce modèle de données porte pour nous en termes d'espoir, en termes d'objectifs pour l'évolution de nos catalogues et de nos données bibliographiques. Vous présenter dans un troisième temps comment se met en place cette adoption d'IFLA LRM dans le cadre du programme national de la transition bibliographique et terminer par vous présenter en l'état de leur avancement un certain nombre de projets pilotes qui nous permettent véritablement, très concrètement, de travailler à mettre en œuvre ce modèle IFLA LRM. Donc, premier point, le rappel du contexte français. Nous avons la particularité en France de disposer de 2 agences bibliographiques pour 2 réseaux de bibliothèques. Première agence bibliographique, si on prend les choses de façon historique, la Bibliothèque nationale de France, et au sein de la Bibliothèque nationale de France, la structure qui porte à proprement parler cette agence bibliographique, c'est le département des métadonnées que je dirige. Nous sommes environ 64 personnes, tous des bibliothécaires, pour porter un certain nombre de missions nationales. La bibliographie nationale, tout d'abord, qui est le résultat du catalogage de toutes ces ressources documentaires qui rentrent à la BNF depuis le XVIe siècle au titre du dépôt légal. Et en France, nous avons un dépôt légal dont le périmètre est assez large, puisque nous couvrons les livres, les imprimés, mais aussi les partitions, le son, la vidéo, les jeux vidéo, les cartes, les estampes. Donc, on est, voilà, mis à part le cinéma et la télévision, nous avons donc un périmètre qui est très large, donc beaucoup de données bibliographiques qui sont produites à partir de ce dépôt légal. Et l'agence bibliographique nationale, qui est portée par la BNF, porte donc également le référentiel d'indexation matière au niveau national qui est RAMO, le Centre national ISSN pour les périodiques, et nous sommes également agence d'enregistrement pour l'identifiant ISNI, International Standard
Name Identity, donc pour les identités publiques, qui nous permettent d'attribuer ce numéro pour les auteurs notamment. Notre objectif, c'est véritablement de mettre à disposition ces métadonnées qui sont produites par la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire environ 400 catalogueurs de la Bibliothèque nationale, sous différentes modalités et de les signaler dans des grands réservoirs, qui soient soit des grands catalogues propres à la BNF catalogue général, qui est un catalogue en intermarque, c'est-à-dire un format propre à la BNF archives et manuscrits, ou d'autres applications comme data.bnf sur lequel je reviendrai. Et en regard, l'ABES, qui est plus récente puisqu'elle a été créée en 1994, se concentre, elle, sur les bibliothèques académiques, environ 170 établissements, 170 universités, 170 grands établissements de recherche qui travaillent dans des catalogues qui sont des catalogues partagés au niveau de ce réseau des bibliothèques universitaires, soit pour tout ce qui est imprimé dans le SUDOC, qui est le catalogue collectif en Unimark, soit pour ce qui est des archives et manuscrits dans un catalogue en EAD qui est CALAM, avec cette mission de signalement et d'accès à la documentation sur l'ensemble du réseau. La BES porte également 2 missions nationales, puisque c'est elle qui est en charge du dépôt légal des thèses, et elle est également en charge d'attribuer des numéros identifiants pour les bibliothèques, les numéros ISIL, que vous connaissez peut-être au travers du prêt entre bibliothèques. L'ABES et la BNF travaillent de façon très rapprochée depuis 1994 sous l'égide d'un comité qui réunit nos deux ministères, les deux ministères dont nous dépendons, ministère de l'enseignement supérieur et ministère de la culture. Et c'est au sein de ce comité stratégique bibliographique que sont prises environ 2 fois par an toutes les grandes prises de décision concernant le monde bibliographique en France, dont toutes les questions autour de l'adoption du modèle IFLA-LRM et de RDA. Cet échange ce partenariat entre la BES et la BNF est concrétisé par des conventions. Nous nous rencontrons très régulièrement et nous nous rencontrons d'autant plus régulièrement que depuis quelques années, nous assurons, moi ainsi que David Emona, qui est directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, le pilotage conjoint à la fois du programme national transition bibliographique et d'un projet de fichier national d'entités, qui est un fichier de coproduction d'entités sur lequel je reviendrai. Les deux agences s'échangent aussi beaucoup des données. Vous voyez là un petit panorama de la façon dont les données circulent d'une base à l'autre vers des bases qui sont aussi des bases internationales dans un certain nombre de cas, comme VIAF par exemple, WorldCat. La BNF produit des données dans le cadre de la bibliographie nationale. Ces données sont versées dans le SUDOC. Elles vont pouvoir alimenter les différentes bibliothèques universitaires. Nous versons conjointement nos données aussi bien à des grands catalogues collectifs comme en France, le catalogue collectif de France, ou au niveau mondial, WorldCat, qui est piloté par OCLC, et nos fichiers d'autorité, qui sont IDREF pour la BES et le fichier d'autorité de la BNF, vont également alimenter des grands projets comme le fichier international virtuel des autorités, VIAF, ou le registre international ISNI sur les identités publiques. Voilà pour une rapide présentation de ce panorama bibliographique en France.
Maintenant, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, pourquoi rentrons-nous, pourquoi adoptons-nous ce modèle de données qui est IFLA-LRM? Pour nous, c'est véritablement un enjeu de service et cet enjeu de service, il nécessite et il s'incarne que nous restructurions très massivement toutes les données bibliographiques qui sont dans nos catalogues selon ce modèle qui est un modèle entité-relation. Si on revient un petit peu en arrière, mais là je pense que c'est un constat que nous partageons tous au niveau international, ce que l'on constate, et voilà, ce qui est vraiment le point de départ pour nous en France, c'est que la mise en place du web a très clairement transformé les pratiques, transformé les outils des usagers, de notre public, comme des professionnels. Fut un temps, quand on voulait une information, on se déplaçait à la bibliothèque, qui était un des lieux, voire le lieu privilégié d'accès à la connaissance. Maintenant, on va dans un moteur de recherche, on tape l'information et on a un certain nombre de réponses, à défaut d'avoir l'information au sens propre. Donc voilà, on a un usage du coup de la bibliothèque qui désormais est un petit peu différent que ce qu'il était avant le web. Et de fait, ça nous a amené à repenser aussi nos catalogues, puisque nos usagers, maintenant, ils demandent de pouvoir chercher aussi facilement dans nos catalogues qu'ils recherchent dans Google. Et puis, si possible, s'ils peuvent accéder à nos catalogues directement en tapant dans Google, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment un changement que l'on voit, nous, au niveau de nos usages et du coup des services qu'il faut qu'on nous rende. L'autre élément qu'on a constaté, c'est que on est passé d'une documentation, des ressources documentaires sur support physique, à une documentation qui est de plus en plus une documentation numérique, qui est de plus en plus une documentation qui arrive par flux de données. C'est le cas de la presse en ligne, c'est le cas des e-books. Ce qui fait que le document qu'on met à disposition, c'est de moins en moins, pardon, un objet physique, mais de plus en plus un ensemble d'informations, un fichier numérique auquel on peut accéder de façon complètement différente et là aussi, qui ne nécessite plus qu'on vienne physiquement à la bibliothèque. Alors les bibliothécaires, en France comme ailleurs, ont du coup essayé de changer les choses. Ils ont eu une première mutation de leur catalogue en termes d'outils, en mettant les catalogues sur Internet depuis les années 90, des catalogues qui permettent d'accéder à distance aux ressources numériques selon les droits qui sont payés par la bibliothèque. Mais de notre point de vue, on est dans une situation où on a une voiture ancienne dont on a changé complètement la carrosserie. Donc de l'extérieur, on a l'impression d'avoir une magnifique Ferrari, mais en même temps, on a toujours le moteur qui est le moteur d'origine. Et on voit bien qu'il va falloir s'attaquer très, très clairement à ce qui est le moteur, c'est-à-dire les données bibliographiques, pour vraiment que nos catalogues rendent le meilleur du service qu'ils peuvent rendre à nos usagers. Donc pour nous, la transition bibliographique, pour nous, l'enjeu qu'il y a derrière l'adoption d'IFLA-LRM, c'est d'abord de faire en sorte que toutes nos données bibliographiques, toutes nos données d'autorité, qui ont une antériorité dans le temps, que n'ont pas beaucoup des usagers du web, que n'ont pas beaucoup des structures qui alimentent le web, soient visibles dans le web, puisque c'est là que sont nos lecteurs, et c'est là où ils vont, c'est là où il faut aller les chercher pour qu'ensuite ils puissent consulter sur place ou à distance nos données, nos documents, et adopter nos services. On a aussi un enjeu qui est d'être une partie d'une communauté internationale. On fait partie, comme vous, de cette communauté de l'IFLA. On fait partie de cette communauté qui a adopté avec beaucoup de force des
des principes communs, principes internationaux de catalogage, principes du contrôle bibliographique universel. Dès l'origine, la normalisation en bibliothèque, c'était bien dans un enjeu d'interopérabilité, d'économie des moyens. Et à partir du moment où voilà, IFLA LRM se met en place, si on veut préserver cette interopérabilité au niveau international, si on veut continuer dans cette économie de moyens, eh bien, il y a pour nous un enjeu vraiment de nous accrocher à ce modèle IFLA LRM et en tirer le meilleur pour nous et pour cette communauté internationale dont nous faisons partie prenante. Et puis derrière, nous avons véritablement ce service à l'utilisateur auquel nous sommes tous attachés. Comment faire en sorte de nous adapter à toutes ces nouvelles pratiques qui sont les pratiques liées au web, liées à cette circulation des données, cet écosystème de production, de réception, de diffusion des données qui est désormais celui de l'Internet. Et ce qu'on sait, je ne vais pas détailler toute cette partie, mais on sait que nos données de bibliothèque sont, je l'ai dit, de par leur antériorité, mais aussi parce qu'elles sont créées, enrichies, certifiées d'une certaine manière par le travail de tous nos catalogueurs dans chacune de nos bibliothèques nationales et universitaires et de lecture publique. On sait qu'on a des données qui sont des données de grande confiance pour les réutilisateurs, que ce soit pour les autres bibliothèques, les autres structures qui ont des bibliothèques, et en France en particulier les villes, les universités, que ce soit pour les archives et les musées, parce que après tout, Victor Hugo, qui est l'auteur des Misérables, ça peut être aussi Victor Hugo, le monsieur qui a donné ses archives à un service aux archives nationales en France. Ça peut être aussi le sujet du tableau qui est au musée Carnavalet à Paris. Voilà, on a voilà, un enjeu de se poser la question de ce qu'on peut mutualiser par rapport à un certain nombre, soit de personnes, soit de lieux, avec d'autres institutions culturelles. Institutions culturelles, mais aussi un district culturel. Et on le sait, un certain nombre d'industries culturelles réutilisent les données de bibliothèques. C'est le cas, par exemple, des industries qui travaillent dans le monde de la musique. Dès lors qu'il s'agit d'écrire la flûte enchantée de Mozart, eh bien, ils sont bien contents d'aller chercher des données correspondantes dans les catalogues de bibliothèques. Ils mettent, en tout cas en France, à disposition à titre gratuit, plutôt que voilà, de les recréer de toutes pièces alors qu'elles existent. Donc, on a tout un potentiel d'usage de nos données de bibliothèque qui dépasse très largement juste l'alimentation de nos catalogues pour identifier, trouver, donner à consulter les ressources documentaires que nous décrivons. Et c'est en cela que ce modèle de données que je ne vais pas vous présenter, parce que nous le connaissons tous, c'est en cela que ce modèle de données IFLA-LRM est intéressant, parce que ce modèle entité-relation, à bien des égards, c'est le modèle qui est celui du web de données et qui va nous permettre véritablement de sortir nos données bibliographiques de notre métier, d'une certaine manière, pour les partager beaucoup plus largement au-delà de nos bibliothèques. Et là, je vais passer très vite parce que ça ne va pas. Alors, le modèle de données IFLA-LRM, c'est un modèle de données, mais ça ne dit pas du tout la façon dont concrètement les catalogueurs vont cataloguer, quelles seront les consignes, quelle est la norme que vont utiliser nos catalogueurs. Pour nous, en France, IFLA-LRM, ou plus exactement FRBR, puisque voilà, quand RDA est paru, on parlait encore de FRBR et pas encore de IFLA-LRM.
Pour nous, IFLA LRM ou FRBR a commencé à devenir vraiment plus que de la théorie à partir du moment où est parue en 2010 la première version du code RDA, ressources, description et accès. Donc dans sa première version, sachant que maintenant nous travaillons sur une deuxième version qui date de 2019 et qui est vraiment basée désormais sur le modèle IFLA-LRM et plus sur le modèle FRBR. Quand en 2010, RDA est paru, tout de suite en France, on s'est dit, voilà, on a un premier code, est-ce qu'on l'adopte? Est-ce qu'on part sur RDA qui avait l'immense mérite voilà, d'exister, d'être un premier pas et un premier pas extrêmement symbolique et extrêmement significatif pour l'adoption de IFLA-LRM. En 2012, on a eu tout un travail d'analyse en fait de RDA en 2012 et les deux agences bibliographiques françaises ont rendu donc des conclusions en considérant que de notre point de vue, RDA pour nous était voilà, et devait encore très, très largement évoluer pour atteindre ses objectifs. On se posait beaucoup de questions sur le côté international de RDA, parce que voilà, un certain nombre de critères étaient très basés sur des règles qui étaient des règles anglo-américaines de catalogage, sur par exemple la description des lieux. Voilà, on ne retrouvait pas, nous, la façon dont on allait pouvoir traiter les lieux dans RDA, on ne retrouvait pas non plus dans certaines disciplines, comme par exemple le droit, l'organisation du droit en France, on n'arrivait pas à la traduire dans RDA parce que RDA était trop proche du droit anglo-saxon, bon, pour plein de raisons, qui étaient des raisons vraiment assez, enfin, très concrètes. RDA nous semblait assez peu applicable dans le contexte français. RDA, de plus, pour nous, était proposé d'une certaine manière moins d'entité-relation par certains côtés que le faisaient d'ores et déjà nos catalogues, où depuis, voilà, depuis 20 ans, on avait déjà un lien qui était des liens qui étaient des liens multiples entre d'un côté la notice bibliographique et de l'autre les notices d'autorité, que ce soit les notices de personnes, les notices d'organisation ou des notices de titres. Donc voilà, pour nous, là aussi, c'était quelque chose qui nous semblait pas complètement abouti par rapport à l'état dans lequel étaient nos catalogues. Mais en même temps, pour nous, RDA, c'était, voilà, je l'ai dit, un pas énorme qui était fait qui était fait en avant dans l'adoption d'IFLA LRM. Et tout de suite, la position de la France était à la fois dans une logique, on va dire, d'économie de constitution d'un code, mais aussi pour ce qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire la nécessité de nous inscrire dans cette communauté internationale dans une logique d'interopérabilité. La décision a été prise de partir de RDA pour construire notre propre code de catalogage qui est le code RDA-FR. Ce code RDA-FR part du principe que si nous sommes d'accord avec RDA dans l'interprétation d'IFLA-LRM, dans nos pratiques de catalogage, nous copions, nous faisons une traduction d'une certaine manière de RDA. Si par contre nous avons un point de divergence, là nous adaptons, nous changeons un petit peu à la situation qui est la situation française. Ça, c'est vraiment l'écriture telle que nous procédons de notre code, de notre propre code national, qui est le code RDA-FR, ce qui ne nous empêche pas de participer à la communauté RDA, d'être membre du groupe d'intérêt européen sur RDA, qui est le groupe ERIG, même si nous n'avons pas formellement adopté RDA, même si nous n'avons pas de profil d'application dans RDA pour les bibliothèques françaises. Et c'est ce mouvement voilà, de
constitution d'un code propre et d'implémentation de ce code qui est le programme national bibliographique, le programme national transition bibliographique en France, qui commence donc à se structurer à partir de 2012. Alors, juste pour terminer sur RDA, nous avons relu avec beaucoup d'attention la nouvelle version du code RDA, qui a donc été stabilisée, publiée comme la version officielle de RDA le 15 décembre 2020. À cette occasion-là, on a voulu interroger si notre position, qui était la position de 2012, par rapport à cette première version, était toujours la bonne, et ce n'était pas l'occasion de faire évoluer d'une certaine manière notre position, qui est une position très particulière, on en est conscient, un petit peu entre les deux, un pied dans RDA et un pied en dehors de RDA, ce qui est vraiment un particularisme français. Ce que nous pouvons dire par rapport à ce nouveau code RDA, c'est que l'intérêt comme code international de catalogage de RDA, pour nous, il reste fort, il est vraiment confirmé. RDA, pour nous, c'est le seul code à vocation internationale qui est vraiment orienté sur un modèle entité-relation qui sort véritablement d'IFLA et LRM. Donc, l'évolution majeure dans le monde des bibliothèques sur les données que constitue RDA n'est absolument pas remise en cause. De notre point de vue, ça constitue toujours le modèle à partir duquel on travaille. Ce qui nous a un petit peu étonné, par contre, c'est que ce choix de très grande ouverture de RDA pour vraiment sortir de la sphère des bibliothèques, ce qui pour nous est un enjeu. Je vous ai parlé des archives, je vous ai parlé des musées. C'est une réalité que ce souhait et que nous partageons de sortir de cette sphère des bibliothèques, mais que cet élargissement au-delà des sphères des bibliothèques portait sa propre faiblesse, que du coup, RDA multipliait les options. Nos collègues britanniques ont compté qu'il y avait près de 4000 options à cocher dans les profils d'application, et que par là même, l'interopérabilité de RDA, elle était moindre, parce que chacun des profils d'application, même si nous avons une base commune, est différent. Ce qui fait qu'on va continuer très clairement à faire des conversions de données qui vont être beaucoup portées par les formats de catalogage dans les années à venir. L'autre point majeur qui nous a semblé, c'est que la nouvelle organisation de RDA n'en faisait plus un code de catalogage utilisable couramment par les catalogueurs. Et c'est un des constats qui est partagé d'ailleurs au niveau de RIG, qui oblige d'une certaine manière chacune des communautés nationales à rédiger un document qui soit un document adapté à mettre entre les mains des catalogueurs. Un document, un code adapté qui devra être mis à jour au fur et à mesure des changements de RDA, dans un rythme qui ne sera peut-être pas celui des communautés nationales, mais qui sera celui de RDA, ce qui va être sans doute compliqué à suivre. Et l'autre point, c'est que nous avons encore un certain nombre de divergences d'analyse par rapport à l'implémentation du modèle IFLA-LRM. C'est vrai qu'en France, nous faisons porter beaucoup de choses au niveau de l'œuvre, qui nous semble le point vraiment nodal, dans une logique vraiment de mutualisation d'un maximum d'informations au niveau de l'œuvre, dans une logique d'économie de catalogage sur les niveaux expression et manifestation. Et dernier point pour nous, c'est que
de fait, les besoins identifiés pour les bibliothèques françaises sur certains types de documents, sur la façon dont on traite les entités pour l'indexation matière notamment, à ce jour ne sont pas couverts par RDA, ça viendra, mais de fait, notre code, par certains aspects, notre code RDA-FR est plus avancé sur certaines entités, sur certains types de ressources que ne l'est à l'heure actuelle RDA. Donc, ce qui fait que, voilà, même si nous avons refait très attentivement cette analyse, c'est vrai que notre choix en France a été de continuer à adapter RDA aux besoins français, aux besoins de la communauté française, dans un code qui nous est propre, même s'il en est très fortement inspiré, qui est RDA-FR. Alors, pour rentrer vraiment dans le programme de la transition bibliographique, et vous voyez ici un petit visuel que nous avons mis en place pour les bibliothèques de lecture publique pour expliquer assez simplement la transition bibliographique en la liant à tout ce qui est mouvement de données ouvertes, d'open data d'ailleurs. Ce programme, donc, il est porté par les deux agences bibliographiques qui se retrouvent ici, qui sont au niveau du pilotage, mais y participent en fait environ une centaine de personnes qui sont issues du monde des bibliothèques universitaires, des bibliothèques académiques, des bibliothèques de lecture publique. On a un certain nombre de collègues aussi des archives, des musées, de certaines structures de formation au métier de bibliothécaire en France. Et cette centaine de personnes qui ne travaillent absolument pas à plein temps sur la transition bibliographique, je tiens à le dire, qui sont des personnes volontaires avec l'appui de leur hiérarchie, sont réparties dans 3 principaux groupes de travail. Un groupe de normalisation qui est en charge de ce travail de rédaction du code RDA-FR, RDA en France. Un groupe qui est un groupe consacré à la formation et un groupe qui est chargé de travailler avec les éditeurs de logiciels de SIGB, qui est chargé de travailler également sur les formats pour faire en sorte que ce qui est décidé en termes de normes par le groupe de normalisation puisse trouver une réalisation concrète dans les outils du quotidien des bibliothèques françaises. Ce programme transition bibliographique se décline en 3 grandes étapes, 3 grands objectifs. Premier objectif, vous l'avez compris, c'est de produire notre code de catalogage, ce code RDA adapté à la France, le code RDA-FR. C'est par là que nous avons commencé, en fait, à partir de 2015, on a commencé à produire ce code. À partir de 2017, grosso modo, nous sommes là dans la frise, on avait mis en norme ce qui concernait les œuvres, les expressions, beaucoup de choses également au niveau des agents. Et du coup, on a pu entamer les 2 chantiers complémentaires qui sont les travaux de LRImisation des catalogues, comment on passe de nos anciens catalogues qui étaient des catalogues organisés en notices bibliographiques, notices d'autorité, vers des catalogues en mode entité-relation. Pour ce qui existe déjà dans nos catalogues, et nous avons aussi commencé à travailler en parallèle à faire en sorte que nos formats, nos outils nous permettent de cataloguer de façon courante les nouveaux documents qui arrivent dans nos bibliothèques selon ce modèle IFLA-LRM et selon le code RDA-FR. Donc là, ça nécessite une évolution des outils qui se fait vraiment en lien avec le code et qui transcende aussi toute la partie rétrospective de la RMisation. Ça demande une évolution des formats,
Et ça demande aussi et surtout, en parallèle, de façon transverse, que l'ensemble des collègues, que ce soit les experts dans les agences bibliographiques, que ce soit les catalogueurs, que ce soit les personnes qui travaillent pour produire les outils de catalogage qui serviront aux bibliothèques françaises soient formés. Et cet axe de formation, d'accompagnement au changement, d'information, c'est un axe qui est extrêmement important pour nous aussi. Si on parle en termes de trajectoire désormais, notre objectif dans un moyen terme, c'est évidemment d'achever le code RDA-FR en lien avec cette évolution du RDA. Je vais y revenir, mais nous considérons que d'ici, disons 2 ans, les entités principales auront été traitées selon le modèle IFLA-LRM. Nous travaillons aussi en parallèle pour faire en sorte d'avoir des formats de catalogage, des formats qui soient des formats de référence qui nous permettent de traduire toutes ces nouvelles normes, toutes ces nouvelles consignes qui sont portées par le code. Ça passe pour nous dans deux grandes directions. Côté Bibliothèque nationale de France, mais je vais y revenir, on est complètement en train de changer notre format propre de catalogage, qui est le format Intermarque. Mais nous travaillons aussi en lien avec la communauté internationale sur l'évolution du format Unimarque. Alors, pendant quelques années, ceux d'entre vous qui étaient au comité pardon, au comité permanent Unimark, Permanent Unimark Committee, le PUC, ont pu voir que nous faisions des propositions ponctuelles sur tel ou tel aspect. On s'est rendu compte que voilà, travailler sur 1 ou 2 zones d'Unimark, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et parallèlement au travail qui était fait d'ailleurs par Gordon Dunsayer, entre RDA et Unimark, nous avons essayé de travailler globalement sur une correspondance entre Unimark et RDA-FR, et ce qui nous a permis de porter des propositions sur les œuvres et les expressions qui ont été adoptées par le PUC en 2021. Et je pense que la prochaine proposition que nous porterons au PUC portera sur les agents. En tout cas, voilà, notre contribution, c'est aussi de faire évoluer ce format d'échange international qui est Unimark, en lien avec RDA et en lien avec, pour nous, RDA-FR, tout en sachant que les formats dont nous parlons, Intermark pour la BNF, Unimark pour les autres bibliothèques françaises, cela reste des formats marques, que voilà, nous faisons un pari sur une longévité du format marque pendant les 10, 15, 20 ans à venir, mais que voilà, marque ne sera pas éternelle, d'où l'importance de poursuivre la veille sur les autres formats de bibliothèques qui commencent à émerger. Comme je vous l'ai dit, nous travaillons beaucoup avec les éditeurs de logiciels documentaires, et nous aidons aussi beaucoup les bibliothèques à préparer leurs données. Le principe qui a été adopté en France, c'est que c'est de considérer que le traitement rétrospectif des catalogues, c'est-à-dire le fait de faire passer toutes nos données bibliographiques, toutes nos notices bibliographiques vers un modèle WEMI, ne pouvait pas être fait, dupliqué au niveau de chacune des bibliothèques. C'est un beaucoup trop gros travail, ça demande des compétences qui sont extrêmement pointues que de faire cette migration. Donc nous avons indiqué très rapidement aux bibliothèques françaises que le passage en LRM des données existant à l'heure actuelle dans nos catalogues serait porté par les 2 agences bibliographiques que sont la BNF et que sont la BES.
Mais pour que les bibliothèques françaises puissent récupérer le produit de tous ces travaux de restructuration des données, il fallait qu'ils s'alignent sur nos données bibliographiques telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Que, par exemple, dans le catalogue de la Bibliothèque municipale de Lyon, chacune des notices bibliographiques porte le numéro identifiant, soit d'une notice bibliographique à la BES, soit d'une notice bibliographique à la BNF, de façon à ce que, au moment où on aura modifié nos données, ils puissent rapatrier les données correspondantes et les recharger de leur catalogue. Donc, on a un gros travail sur lequel on oriente à l'heure actuelle les bibliothèques françaises, qui est un gros travail de qualité, de mise en place ou de remise en place de numéros identifiants dans les notices bibliographiques, de façon à ce que, quand nous serons prêts, les uns et les autres, on puisse faire tous ces travaux de récupération du produit des algorithmes qui auront tourné à la BES et à la BNF. C'est pour les agences du coup, le grand chantier pour nous, aussi bien à la BES à la BNF, c'est justement de procéder à cette LRMisation, à ce passage en LRM de nos données bibliographiques et de nos données d'autorité, et en même temps de changer les outils de production pour que les catalogueurs, dans 3 ans, grosso modo, pour la BNF, je pense que ce sera le calendrier, puissent cataloguer directement selon le modèle IFLA-LRM. Alors, tout ceci nécessite, comme je vous l'ai dit, d'informer les personnels. Donc, nous avons un site qui s'appelle le site Transition bibliographique et également de mettre à disposition un certain nombre de formations, de former des formateurs également, de façon à ce que quelle que soit la bibliothèque où vous travaillez, quelle que soit la ville où vous travaillez, vous ayez le même niveau de formation et le même niveau d'information au niveau du territoire français. Alors, à quelle date on aura fini? C'est assez compliqué, en fait, de le définir. On se rend compte, vous comme nous, de l'ampleur du chantier dans lequel on est. Ce qu'on estime, c'est qu'au niveau des 2 agences bibliographiques, ABES et BNF, les travaux de LRMisation, la mutation des outils de production et l'achèvement du code RDFR, on est sur un calendrier qui est un calendrier à peu près 2025. Mais on sait très bien que pour les bibliothèques françaises, les changements vont se faire sur une période de temps qui va être sans doute plus longue et qui va beaucoup dépendre des changements d'outils des établissements. Quand les bibliothèques municipales et bibliothèques universitaires achèteront un nouveau logiciel de bibliothèque, donc quand ils auront les moyens de le faire, là, ils basculeront progressivement vers ce modèle entité-relation. Mais du coup, effectivement, on va être sur une période de bascule qui va se faire dans le temps et qui va se faire surtout, c'est en tout cas comme ça qu'on le voit, au rythme des bibliothèques, des bibliothèques elles-mêmes, ce qui va nous amener à gérer aussi, quand nous, côté BNF par exemple, on sera passé au modèle IFLA-LRM, toute cette période de transition où il faudra qu'on livre à la fois des données transformées sur le modèle IFLA-LRM pour les bibliothèques qui seront prêtes et puis des données selon l'ancien modèle pour les bibliothèques qui n'auront pas encore basculé. Donc, on est sur un temps qui est voilà, plus long parce que toutes les bibliothèques n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes rythmes de bascule et on en tient compte. Juste très rapidement sur la normalisation, vous avez ici quelque chose que vous avez peut-être du mal à voir, mais qui est en fait une carte qui représente où on en est de cette publication du code RDAFR. Donc on a
quand même beaucoup de choses qui ont été lancées, beaucoup de choses qui sont abouties, mais encore quand même pas mal de travail, notamment sur des types de documents particuliers, comme par exemple les périodiques, sur lesquels on commence tout juste, mais sur lesquels on a énormément de bases, en fait, notamment à partir de ce qui a été fait dans le cadre de Pressmo. Voilà sur ce programme transition bibliographique. Maintenant, voilà, concrètement, au-delà de ce programme, quels sont les projets pilotes sur lesquels voilà, on est en train de travailler concrètement au niveau des 2 agences. Alors, je ne vous parlerai pas du projet qui est porté par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, qui est le projet SUDOC 21. Par contre, je vais insister sur un projet un peu historique, fondateur pour nous, qui est le projet data.bnf.fr, sur le projet qui est le projet de changement d'outil de catalogage à la BNF, Noémie, qui est désormais très avancé, et d'un projet commun avec la BES, qui est le fichier national d'identité. Alors, si on prend le projet le plus historique, c'est sans doute data.bnf.fr. Data, c'est un projet qui a été lancé en 2011, un site qui a été lancé en 2011 par la Bibliothèque nationale. Et pour nous, c'était à la fois un site qui allait nous permettre d'offrir un accès unifié à l'ensemble des ressources documentaires de la BNF qui étaient réparties dans plusieurs catalogues, mais aussi de mettre un pied dans le monde du web sémantique, puisque les données bibliographiques issues des catalogues de la BNF étaient désormais exposées en RDF, mais aussi un site qui nous permettait et qui nous permet toujours de donner à voir les premiers traitements en vue de la LRMisation des catalogues, qui sont des traitements de masse que l'on mène dans le cadre de data, corpus par corpus. Alors là, je suis désolée, il va falloir que vous tourniez la tête, j'ai un petit problème. Si on prend les données qui sont dans data, vous voyez difficilement, et je vous en présente mes excuses, mais voilà, on a déjà un certain nombre d'entités qui sont existantes dans data. Alors, ce qui est relativement simple parce qu'on a déjà des données d'autorité sur les personnes physiques, on a déjà une première entité pas tout à fait conforme à l'IFLA LRM et qu'on commence à dégager, qui est une entité agent-personne, qui est ici, par exemple, l'entité qui correspond à Hector Biancotti. Et nous avons un premier travail qui a été fait autour de constitution d'œuvres. Et vous voyez difficilement, je le reconnais, que par rapport aux productions qui sont celles d'Hector Biancotti, on a non pas des notices bibliographiques avec des éditions, mais déjà des œuvres qui commencent à émerger à partir de nos catalogues. Et ces œuvres, en fait, elles ont été constituées il y a 2 ans, en fait, par des travaux, on va dire, d'algorithmes. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'œuvre qui correspond à la nostalgie de la Maison de Dieu, nous avions plusieurs éditions, l'édition de 2000, l'édition de 2006. À partir des données que nous avions dans la notice bibliographique, nous avons pu dégager d'une certaine manière un socle commun, un socle d'information qui nous a permis de matérialiser une œuvre qui correspond donc à cette nostalgie de la Maison de Dieu, avec sa première édition, la date de référence, cette notion d'œuvre textuelle, et un certain nombre d'autres informations qu'on a réussi à faire émerger. Ces données, ces œuvres, quand elles ont été produites dans le cadre de ces travaux informatiques, de ces travaux automatisés, elles sont reconnaissables avec ce cartouche rouge que vous pouvez voir. Quand je dis que data, c'est un laboratoire, c'est qu'on n'est pas
vraiment dans la stricte application du modèle IFLA-LRM. Et là, vous en avez un exemple. On a d'un côté l'œuvre, on a de l'autre côté la manifestation, mais voilà, l'expression, elle flotte un petit peu encore entre les deux. Et voilà, on expérimente des choses, c'est aussi à ça que nous sert Data. C'est vraiment un laboratoire, on expérimente, on met les données à disposition, on les retravaille, on les re-expérimente, on les re-retravaille, donc il y a un processus qui est très itératif. Et quand on estime qu'on arrive à quelque chose qui nous satisfait, et ça peut être 6 mois après la mise en ligne dans Data, on reverse des données qui sont des données consolidées dans le catalogue général. Donc ça, c'est la première étape pour nous. C'est le premier chantier, la première façon dont à la BNF, depuis 2011, on a commencé à essayer de penser modèle entité-relation et commencer à penser dans une logique et vraiment pas la conformité, j'insiste dessus, à IFLA-LRM. Le deuxième projet qui est mené par la BNF, c'est un projet qui est encore en cours. Data continue à exister, mais on s'est vraiment attaché là maintenant au moteur. Je vous ai dit, des fois on change la carrosserie et il faut penser au moteur. Et là, on s'est vraiment attaché au moteur. On avait un outil de catalogage qui était un outil extrêmement ancien, qui était de plus en plus difficile de manipuler, de modifier, de maintenir, y compris informatiquement, dont on savait qu'il ne pourrait pas s'adapter à l'évolution du modèle IFLA-LRM. Et en 2017, on a décidé de s'attaquer à ce moteur, qui est notre outil de catalogage, notre outil de production des métadonnées à la BNF. Et nous avons lancé le projet qui s'appelle Noémie. Noémie, quand on développe, cela veut dire nouer, lier les expressions, les œuvres, les expressions, les manifestations et items. C'est aussi un prénom en France. Voilà, on espère que par ce moyen mémotechnique, par ce prénom, nos catalogueurs déjà rentreront dans ce modèle WEMI qui est celui de IFLA-LRM. Ce projet, c'est pour nous tout à la fois un projet informatique, on change une application, mais derrière, c'est aussi l'adoption massive du code RDA-FR. C'est aussi pour nous le changement de format de catalogage, le changement de modèle de données puisqu'on adopte IFLA-LRM. C'est donc, au-delà du projet informatique, un énorme projet en termes d'évolution de pratique de catalogage et qui nécessite donc du coup beaucoup qu'on accompagne ce changement au niveau de nos collègues catalogueurs. Donc voilà, les enjeux de ce projet, d'abord, ça va être de vérifier que nos données, nos vieilles données bibliographiques, on arrivera bien à les faire migrer selon le modèle IFLA-LRM, qu'on arrivera bien à cataloguer selon le modèle IFLA-LRM, parce que c'est le choix qui a été fait en France, c'est de considérer que IFLA-LRM devait rentrer dans une logique de production et non pas seulement de visualisation des données bibliographiques. Un enjeu de construction de cette application en associant dès le départ les futurs utilisateurs, mais aussi de trouver des solutions techniques qui nous permettront de continuer à faire en sorte que ce catalogue continue à être le cœur du système informatique de la BNF. Assez concrètement, on a fait une première étape en 2017-2018 qui nous a permis de construire un premier prototype. Donc, vous voyez quelques images ici.
Ce premier prototype, on est parti d'un certain nombre de notices, d'un petit nombre de notices bibliographiques à partir desquelles voilà, on a créé les œuvres, les manifestations et les items. C'était voilà, un premier test à petite échelle de transformation de données et un premier outil à la fois de visualisation de ce qu'était ce que ça allait donner ce modèle et un premier outil de production. Et nous avions fait le choix d'un outil qui était... il n'y avait pas de format, en fait, il n'y avait pas vraiment de format de production. Donc, en fait, les catalogueurs, nous les faisions travailler dans une sorte de formulaire, chacune des cases du formulaire correspondant à comment dire, à un attribut dans RDA, dans RDA FR. C'était un choix qui était voilà, un choix assez qui coupait vraiment avec les habitudes des catalogueurs qui travaillent chez nous directement dans un format marque, que de les faire travailler à partir d'un formulaire. Mais voilà, c'était pour nous important, à partir de ce premier prototype, de les faire rentrer de plein-pied dans cet arbre WIMI, dans les œuvres, les expressions, les manifestations et les items. Ce prototype, nous avons gardé un certain nombre d'éléments, mais voilà, on est passé en vitesse supérieure et on a lancé véritablement à partir de 2019 le développement de ce qui va être l'outil définitif de catalogage avec plus de personnes qui sont associées. Donc, on est à peu près aux alentours de 60 personnes qui sont associées à cet outil. Pas tous à plein temps, il y a certaines personnes qui travaillent 2-3 heures par semaine, pas plus. Mais on est quand même sur une équipe projet qui est une équipe projet qui est importante, y compris à l'échelle de la BNF. Mais ça nous a semblé important vraiment qu'on associe pas mal de personnes pour vraiment que l'outil corresponde aux besoins. Et nous avons fait le choix de nous appuyer sur Wikibase, donc l'outil de catalogage de la BNF sera est développé à partir de la suite logicielle de Wikibase qui nous permet d'économiser quand même un certain nombre de développements et puis aussi de nous mettre là aussi dans une communauté internationale d'utilisateurs et de plus en plus de bibliothèques qui utilisent Wikibase. Aujourd'hui, où nous en sommes, donc nous avons une première version de cet outil de production que je vais vous montrer. Nous avons fait des premiers tests de formation et nous avons surtout une première migration de 100 000 documents selon le nouveau format Intermarque, le nouveau format Intermarque, ce qui pour nous est une avancée majeure. Et voilà, là je reprends l'organisation de projet. Et cette migration, elle est basée sur véritablement une logique qui est une logique de repartir de nos notices d'autorité, nos notices bibliographiques, de nos données locales. Nous prenons ces notices, nous les éclatons, nous sortons les données de ces notices pour vraiment quitter cette organisation en notices, de façon à recomposer, à rediriger ces données vers les nouvelles entités qui composent ce modèle IFLA-LRM. Pour l'instant, on en est là par rapport à ce qu'on fait au niveau de la migration, c'est-à-dire que quand nous avions une notice bibliographique, nous avons constitué un arbre WIMI. Donc, il y a quasiment autant d'arbres WIMI sur ces 100 000 premières notices sur lesquelles nous avons travaillé que de notices bibliographiques. Et l'une des étapes suivantes, ça va être à la fois de changer d'échelle, puisque la prochaine migration que nous allons faire dans les mois qui viennent, ce sera sur 13 millions de notices sur la totalité du catalogue. Et au-delà de ce travail de
constitution des œuvres des arbres WIMI, nous avons un travail qui va être un travail de clusterisation de ces arbres WIMI, de façon à mutualiser, quand il y a lieu, les œuvres, les expressions, pour avoir vraiment des choses qui vont être plus conformes à l'esprit d'IFLA LRM. Donc voici déjà les premières, les premières maquettes, enfin c'est plus que les maquettes, c'est des copies d'écran de cet outil. Donc la page d'accueil telle que l'outil sera, voilà, permettra de, dans lequel on rentrera. Et nous allons avoir, ça c'est l'outil qui va permettre de faire des recherches. Donc on pourra choisir si on recherche plutôt une œuvre, plutôt une personne. Vous voyez ici les premières entités qui commencent à se dégager. Donc ici, nous avons par exemple l'entité œuvre qui correspond aux 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas qu'on a exprimé dans le nouveau format de catalogage qui est la BNF. Le principe en fait de cet outil de catalogage, c'est que nous avons à la fois un éditeur qui va nous permettre de cataloguer en format intermarque les différentes entités. Nous avons tout un système de copies multiples, c'est-à-dire que quand une information est une information qui est dans la manifestation, mais qui est aussi commune à l'expression, qui est aussi commune à l'item, le catalogueur n'a pas à recopier 3 fois la même donnée, elle va aller alimenter les différentes œuvres, on a un certain nombre de contrôles. Et nous avons aussi et surtout l'arbre WIMI qui se construit en fait au fur et à mesure de ce travail de catalogage. Donc là, on a un cas qui est un cas très simple, parce que vous voyez que les données sont quasiment vides, mais voilà, nous visualisons et nous commençons d'ores et déjà à visualiser sur 100 000 notices un certain nombre d'arbres WIMI à partir de Noémie. Dernier projet, qui est un projet commun avec la BES, nous allons pour un certain nombre d'entités faire en sorte que les catalogueurs de la BNF travaillent dans le même outil que les catalogueurs qui travaillent dans les bibliothèques universitaires. Et là, c'est le projet qui est le projet de fichier national d'entité, avec le principe que voilà, une même entité devra être identifiée, décrite de façon unitaire dans le fichier national de France, le fichier national d'identité, mais devrait être réutilisé autant de fois que nécessaire partout en France. Donc là, c'est un outil qui est aussi pour nous pionnier, comme Noémie. C'est une première implémentation, c'est aussi une implémentation concrète de la transition bibliographique. Et vraiment, comme Noémie, une expérimentation grandeur réelle de ce code. Le choix a été fait comme pour Noémie, comme pour le projet propre à la BNF, de travailler sur Wikibase. C'est un choix qui n'est pas propre au contexte français. Un certain nombre de bibliothèques, un certain nombre de groupements de bibliothèques s'appuient de plus en plus sur ce socle technique Wikibase. C'est le cas de la Bibliothèque nationale allemande, notamment, et nous le faisons beaucoup dans le cadre d'un échange avec nos partenaires au niveau national et au niveau international, Bibliothèque nationale d'Allemagne, de Luxembourg, Wikimedia Deutschland. Enfin, voilà, on est très clairement dans une dynamique qui est une dynamique qui est internationale, de constitution de ces grands outils de gestion d'entités qui sont portés aussi bien par les sociétés privées, les réseaux de bibliothèques que par les bibliothèques nationales. Nous allons avoir un travail qui va être un travail en 2 temps. Dans un premier temps, ce fichier national d'identité portera les personnes et les familles, les collectivités, et puis ce qui est pour nous l'interprétation de l'entité REST dans IFLA LRM, tout ce qui est concept, lieu et temps. Et c'est vrai que les œuvres et les expressions nous
commencerons à les produire ensemble dans un deuxième temps, parce que on le sait très bien, ce sont ces entités qui sont les plus compliquées à créer, à dégager à partir des notices dont nous disposons. Le principe, en tout cas, ce sera que nous aurons une synchronisation en temps réel entre les différents environnements de production, qui sont ceux de la BNF, qui sont ceux des bibliothèques universitaires, qui sont potentiellement ceux d'autres institutions comme les bibliothèques les bibliothèques municipales, mais que dans tous les cas, ces données qui seront coproduites au niveau du fichier national d'identité seront mises à disposition très largement de la communauté nationale et internationale sous une licence ouverte, voilà, sous une licence ouverte via un certain nombre d'outils d'exposition ou d'outils d'API. J'arrive au bout de ma présentation un petit peu accélérée sur la fin. Et je vous remercie très sincèrement pour votre attention. Donc, je ne suis pas en direct, mais n'hésitez pas à faire part de vos questions et j'essayerai d'y répondre dans un deuxième temps par mail. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Agradecemos la presencia y generosidad de Frédéric Joannick Zeta en este encuentro. Fue una exposición sumamente enriquecedora para todos los que la escuchamos. A continuación, las palabras de cierre del señor Pablo García, director nacional de Coordinación Bibliotecológica de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Muchas gracias.